Merci beaucoup Stéphanie et bonjour à tous. Effectivement, je suis Cyprien Mathieu et je suis économiste. Et je suis là pour vous parler du télétravail et plus précisément de la mise à l'échelle d'un choc de télétravail qu'on a connu pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous faire un discours grandiose dans un sens comme dans l'autre sur l'émergence du télétravail, de vous dire que ça va révolutionner complètement la façon dont on travaille dans l'entreprise ou que ça va détruire nos liens sociaux. J'ai juste envie de vous parler de l'expérience concrète du télétravail, de ce qu'on a appris ces 2 dernières années sur comment on télétravaille et de vous présenter 6 grands défis, ce que j'ai appelé pour cette présentation les télétravaux d'Hercule. Donc vous voyez, il n'y en a pas 12 parce qu'on ne va pas rester ensemble pendant 1h30. Et je vais essayer justement de passer ces grands défis un par un pour voir ce qu'on peut en apprendre. Mais pour commencer, il faut déjà faire un petit peu un travail de genèse, c'est-à-dire de revenir sur ce qu'est le télétravail. Il y a beaucoup de mots qui circulent sur le télétravail et qui sont liés à lui. Travail à distance, travail à domicile, même en anglais, work from home, remote work, téléwork, etc., etc. En fait, par exemple, le télétravail à distance, c'est une façon de travailler. Le travail à domicile, ça désigne juste le lieu où on effectue son travail. Alors que le télétravail, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Et avant tout, ce n'est pas une pratique individuelle. C'est une organisation du travail. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le définit dans le droit du travail français. Vous le savez peut-être, le droit du travail, c'est du social cristallisé. Et en France, quand on a voulu définir le télétravail, on a identifié plusieurs caractéristiques extrêmement importantes. D'abord, le fait que c'est une organisation du travail. Une organisation du travail, donc c'est quelque chose de collectif, pas d'individuel. C'est une organisation du travail dans laquelle les salariés, donc c'est bien une relation de salariat, pas forcément entre indépendants, les salariés font du travail à distance, en dehors des locaux de l'employeur, grâce aux technologies de l'information et de la communication. Donc j'ai envie qu'aujourd'hui vous reteniez un peu ça, c'est-à-dire la dimension collective du télétravail. Deuxièmement, j'ai envie que vous reteniez une chose, parce que ça va vous permettre de discuter sur de bonnes bases aujourd'hui, c'est que le télétravail, ça concerne une minorité de travailleurs. Quand on regarde la proportion des emplois télétravaillables, on regarde est-ce que tel ou tel emploi est compatible avec la mise en place du télétravail, on se rend compte qu'en fait, il y a 34 à 38% des emplois qui sont télétravaillables, et donc du coup une majorité qui ne le sont pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. On est sur un phénomène encore minoritaire. On a tendance à souvent l'oublier, ça. Deuxièmement, si on s'intéresse encore plus aux emplois qui sont télétravaillables à 100%, c'est une proportion encore plus faible des emplois. Donc pourquoi aujourd'hui on parle du télétravail? Vous le savez tous, en fait, on parle du télétravail parce qu'on a eu un choc d'habitude. On a été forcé à faire du télétravail au moment de la crise sanitaire parce que la plupart des pays développés se sont rendus compte que le télétravail, ça permettait de faire 2 choses pendant la crise sanitaire. D'abord, ça permettait de protéger les salariés. Ça permettait justement d'éviter les contacts sur lieu de travail ou dans les transports et du coup, les contaminations. Ensuite, ça permettait de réduire le coût économique des confinements. Et donc le télétravail est utile de ce point de vue-là, mais il n'y a pas eu de changement technologique majeur lié à la période récente. Au final, tous les outils que nous utilisons aujourd'hui pour faire un télétravail plus massif existaient déjà avant la crise sanitaire. Mais cette crise sanitaire, elle a généré un choc d'habitude, et ce choc d'habitude nous a amenés vers une nouvelle normale. Ce que vous pouvez voir dans le graphique derrière moi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'année 2020 et 2021, on est arrivé d'une situation où on est parti d'une situation où il y avait 3 à 7% des personnes qui télétravaillaient, et encore de façon très peu fréquente, à une situation où il y a 20 à 25% des salariés qui télétravaillent, et majoritairement non pas 5 jours par semaine, mais de 2 à 4 jours par semaine. Et aujourd'hui, dans ma présentation, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que cette transformation elle génère sur le marché du travail. Ça génère plusieurs défis qu'on va essayer de voir un par un. Le premier défi,
c'est celui de la négociation et de la coordination. Je vous l'ai dit au début, le télétravail, c'est d'abord quelque chose de collectif, ce n'est pas individuel. Quand je télétravaille, j'affecte aussi la façon de télétravailler des autres personnes dans l'entreprise. Et quand il y a non pas une personne parmi 20 qui télétravaillent dans l'entreprise, mais une personne sur 4 qui télétravaille dans l'entreprise, il y a un défi de coordination qui se pose. C'est-à-dire comment on télétravaille. Il faut revenir d'abord sur un point, le choc d'habitude lié au télétravail. Quand on regarde la plupart des enquêtes dans les pays développés sur le télétravail, on se rend compte que les personnes ont plutôt bien vécu la période de télétravail forcé pendant la crise sanitaire. La plupart des personnes, plus de la moitié, considèrent que ça a été plutôt une bonne expérience. Malgré ça, il y a quand même différents types d'attitudes vis-à-vis du télétravail, même dans les personnes qui télétravaillent. Il y a un tiers des personnes qui ne veulent jamais télétravailler, un autre tiers qui veut télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, donc du télétravail hybride, et un autre tiers qui veut télétravailler 5 jours par semaine. Donc là, vous commencez à comprendre qu'il va y avoir un problème pour mettre d'accord tous ces gens-là. Parce que si tout le monde veut télétravailler à 100%, c'est bien. Si tout le monde veut télétravailler de façon hybride, ça commence à poser des problèmes. Et on va en parler justement. Donc, il y a des attitudes hétérogènes vis-à-vis du télétravail dans l'entreprise, mais aussi il y a des attitudes contradictoires, des attentes contradictoires de la part des télétravailleurs. D'abord, dans leur majorité, ils veulent choisir leur jour de télétravail. Donc ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, ils veulent aussi pouvoir être en même temps que leurs collègues dans les locaux de l'employeur. Et vous voyez que ça pose un problème. Parce qu'on ne peut pas à la fois choisir ses jours et choisir le jour de ses collègues. Donc là, c'est ça le premier problème et le premier défi, c'est celui de la coordination. Comment on met d'accord ces deux types de travailleurs et ces attentes contradictoires? Qui va décider? Aujourd'hui, c'est l'employeur qui décide. Mais le problème, c'est que l'employeur, il a aussi un problème. C'est que la majorité des employeurs veulent moins de télétravail que la majorité des salariés. Donc là, ça fait une deuxième source de tension et de coordination. Qui va décider encore une fois. Et c'est tout le problème de la mise à l'échelle du télétravail. On a un système en France de télétravail qui est hérité du début des années 2000, quand le télétravail s'est peu à peu introduit dans le marché du travail français. Et cette organisation, elle se base sur un principe très clair qui est inscrit dans le droit, qui est le principe de double volontariat. C'est-à-dire que l'employeur, il ne peut pas imposer le télétravail à ses salariés et inversement. Les salariés ne peuvent pas imposer de se mettre en télétravail à leur employeur. Vous commencez à voir que ce double volontariat, quand il y a des demandes de tous les côtés, il devient de plus en plus difficile. Ensuite, vu qu'en France, on a considéré que c'était important de considérer le point de vue le télétravail de façon collective, on a donné un rôle très important à la négociation collective pour déterminer le cadre du travail dans l'entreprise. Même si c'est toujours l'employeur qui reste le donneur d'ordre dans ce cadre qui est défini par la négociation collective. Mais donc, du coup, le premier défi, c'est celui de la coordination, et c'est aussi la façon dont on gère l'évolution de cette organisation du télétravail en France. Est-ce que le double volontariat, tel qu'il est aujourd'hui, il est encore viable quand il y a 25% des salariés qui sont en télétravail et qui ont des demandes individuelles très fortes qui sont du coup difficiles à coordonner ensemble? Et ça se voit d'ailleurs dans les évolutions récentes du télétravail. D'abord, il y a une renégociation assez houleuse de l'accord national interprofessionnel sur le télétravail, fin 2020, qui, au final, n'a pas vraiment satisfait aucun des acteurs qui étaient présents dans la négociation. Il n'y a rien qui a été décidé, on a rappelé les bonnes pratiques, les bonnes règles, mais il n'y a pas eu d'évolution législative qui a suivi cela. Les seules évolutions législatives, c'est justement des évolutions qui ont amené à des premières brèches dans le principe du double volontariat. D'abord, on a créé un statut de télétravail exceptionnel, qui fait que, dans certains cas, dans les cas de force majeure, l'employeur peut imposer le télétravail à ses salariés. Donc, première brèche dans le principe du double volontariat. Deuxième brèche, du côté des salariés cette fois, il y a eu la création pour la première fois d'un droit au télétravail, notamment un droit au télétravail pour les femmes enceintes, et ça c'est dans la loi du 24 décembre 2021. Personne n'a entendu parler de cette loi, mais il y a, mine de rien, c'est une évolution notable dans l'évolution du droit du télétravail.
Parce que c'est une première exception au principe du double volontariat du côté des salariés. Et donc là, ce défi de la coordination, il est là. Et il va dire comment on fait évoluer ce cadre-là et dans quel sens on va. Est-ce qu'on va plus du côté des salariés ou est-ce qu'on garde une prédominance de l'employeur dans l'organisation du télétravail dans l'entreprise? Le deuxième défi, c'est encore un défi qui est lié à la mise à l'échelle du télétravail au niveau de l'entreprise. Et c'est celui des conditions de travail. Comment on fait pour assurer la santé et la sécurité des télétravailleurs, alors même qu'un inspecteur du travail ne peut pas venir dans votre domicile pour contrôler comment vous travaillez, si vous travaillez dans des bonnes conditions. Ça va, là encore, quand il y a 1 ou 2 télétravailleurs dans l'entreprise, mais quand c'est un quart de la main-d'œuvre, ça peut poser des problèmes. Est-ce que c'est un problème? D'abord, quand on fait le point et qu'on regarde la littérature sur le sujet, sur les liens entre télétravail et conditions de travail, on a plutôt dans l'idée que le consensus, c'est qu'il y a plutôt des effets positifs. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet d'éviter les trajets entre domicile et lieu de travail. Et du coup, c'est moins accidentogène. Mais aussi, ça permet une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail et du coup, peut-être une meilleure organisation de cette vie-là. Un meilleur équilibre vie professionnelle, vie travail. Et enfin, pour certaines personnes, notamment du point de vue de la santé mentale des salariés, ça permet d'échapper à une pression sociale dans l'entreprise qui peut être un peu forte. Mais vous voyez que tous ces avantages, ce sont aussi des inconvénients. S'il y a moins de trajets entre domicile et lieu de travail, il y a aussi moins d'activité physique. Et tous les effets sur la santé qui vont avec. Deuxièmement, s'il y a plus de flexibilité entre vie privée et vie professionnelle, il peut aussi y avoir débordement de l'un sur l'autre. Ça, ce n'est pas forcément positif. Troisièmement, pour les télétravailleurs, il y a aussi un risque d'isolement social. On échappe à la pression qu'il peut y avoir dans l'entreprise, mais aussi on peut perdre des liens. Et ces liens, ils sont difficiles à reproduire ensuite. Donc le télétravail, ça a cet effet ambivalent sur les conditions de travail. Et en fait, on l'a vu, les premières recherches qui ont été faites sur ce sujet, notamment par la DARES, ont plutôt montré ça. C'est-à-dire que quand ils ont comparé la moyenne des salariés en 2020 avec les télétravailleurs en 2020, ils se sont rendus compte que les personnes en télétravail déclaraient plus de sensations de douleur dans la journée et plus de symptômes dépressifs. Et que cet effet sur les conditions de travail était accentué quand on regardait les personnes qui étaient en télétravail exclusif. Évidemment, il faut retenir que c'est une étude qui a été faite dans un contexte extrêmement particulier. C'est l'année 2020, c'est les confinements, il y a plein d'autres choses que la mise au télétravail. Il faut garder ça en tête, mais il faut voir il faut quand même retenir que l'effet du télétravail sur les conditions de travail, sur la qualité du travail et sur la santé des travailleurs, il faut le penser, et notamment penser sa mise à l'échelle au niveau de l'entreprise. Maintenant qu'il y a un quart des salariés qui sont en télétravail. Et pour ça, on ne peut pas recourir aux mêmes outils qu'on a pour la plupart des risques psychosociaux qu'il y a dans l'entreprise. Parce que, justement, on ne peut pas contrôler de la même façon. Et on ne veut pas non plus favoriser l'envahissement du domicile des travailleurs. On ne veut pas non plus cautionner cela. Donc il y a plusieurs voies qu'on peut déjà penser. D'abord, il y a le fait de préserver le choix du recours au télétravail. Parce que les personnes qui choisissent le télétravail, il y a des chances que ces personnes-là soient celles qui en profitent le plus. Deuxièmement, le télétravail hybride, il permet déjà de se préserver d'une partie des risques dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que justement, il préserve le lien social, il permet de mieux voir comment l'état de tel ou tel salarié évolue. Et enfin, il y a peut-être un renforcement du droit à la déconnexion. Parce que le droit à la déconnexion, c'est ce qui va permettre, dans le domicile, de bien faire la séparation entre ce qui est du temps personnel et ce qui est du temps de travail. Ce qui est difficile dans le domicile. Mais il faut peut-être revoir l'évolution de ce droit à la déconnexion. Le troisième défi, qui est là encore un défi lié à la mise à l'échelle du télétravail dans l'entreprise, c'est le défi de la productivité. En fait, c'est la question de est-ce que la généralisation du télétravail va se manifester par une baisse de la qualité du travail produit par les salariés. Donc c'est une question assez importante en réalité, c'est-à-dire que qui va payer ce coût ou pas. C'est surtout important parce que tous les emplois télétravaillables ne sont pas efficacement télétravaillés. C'est deux choses extrêmement différentes. Et d'ailleurs, il y a
une chose que vous avez peut-être tout rencontré, c'est le problème de l'enseignement, et l'enseignement collectif à distance. La plupart des études sur l'effet, sur l'efficacité de l'enseignement collectif à distance ont plutôt des résultats catastrophiques. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution des notes des personnes, là c'est un graphique extrait d'une enquête sur les élèves néerlandais, il revoit une baisse très significative des notes des élèves qui étaient dans l'enseignement collectif à distance, et surtout pas de différence entre les personnes qui ont eu un enseignement à distance et ceux qui n'ont juste eu pas d'enseignement du tout. Donc il faut retenir ça. Le télétravail, c'est pas forcément télétravaillable, ça ne veut pas dire forcément efficacement télétravailler. Et ça pose une question plus large, c'est pourquoi il y avait si peu de télétravail avant la crise sanitaire, alors même qu'on l'a dit au début, il y avait la possibilité de faire du télétravail. En économie, on a plutôt tendance à penser que les agents sont globalement rationnels, ou en tout cas qu'ils agissent pour de bonnes raisons. Ils ont des bons arguments pour agir tels qu'ils font. Donc on peut penser qu'il y avait très peu de télétravail avant la crise parce que, très simplement, les agents économiques redoutent le risque. Et le bénéfice du travail est incertain. Ça représente aussi un investissement non négligeable pour le mettre en place. Donc ça expliquerait le faible développement du télétravail avant la crise sanitaire. Mais ça peut aussi être la réalisation du fait que les entreprises sont tout à fait au courant du fait que le télétravail réduit la qualité du travail produit, réduit la productivité. Maintenant, il faut peut-être revenir aussi sur ce qu'on sait concrètement sur le sujet. Si on fait un peu un bilan des bénéfices ou des inconvénients du télétravail sur la productivité. Du côté positif, on peut penser d'abord que le télétravail, ça va nous faire gagner du temps. Si je fais moins de trajets entre mon domicile et mon lieu de travail, je gagne du temps. Notamment, dans certaines zones, ça peut vouloir dire plusieurs heures par semaine. Et ce temps, il peut être réinvesti, à la fois pour plus de temps personnel, mais aussi plus de temps de travail. Ça, c'est une première source de gain de productivité. Deuxièmement, pour certains emplois, le télétravail, ça permet aussi plus de calme, moins d'interruptions, plus de qualité de travail, et notamment pour les tâches intellectuelles. Troisièmement, le télétravail, ça n'affecte pas que la productivité même du travail, ça affecte aussi la productivité générale de l'entreprise, ce qu'on appelle la productivité générale des facteurs. C'est-à-dire que ça permet à l'entreprise de faire des économies. Notamment, on pense aux dépenses d'énergie dans les locaux, mais aussi tout simplement à la taille de ces locaux, à l'immobilier. Si le télétravail permet à l'entreprise de faire des économies, ça peut être productif pour elle, même s'il n'y a pas d'effet sur la productivité du travail elle-même. Donc ça, c'est une chose. C'est du côté positif sur la productivité. Du côté négatif, on peut d'abord penser, et ça c'est difficile de le mesurer, que le télétravail, il rend plus difficile la communication entre les salariés dans l'entreprise, mais il rend aussi plus difficile le partage d'informations, l'échange d'idées. Et du coup, il peut affecter l'innovation dans cette entreprise. Et même plus largement, la constitution d'une sorte de capital extra-financier à l'entreprise, une sorte de volonté d'être, etc., etc. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, plus concrètement, ça affecte deux choses. Ça affecte la cohésion dans l'entreprise, la coordination, c'est-à-dire le travail d'équipe. Entre personnes qui travaillent sur la même tâche, ça va être plus difficile de communiquer. Et du coup, plus difficile de se coordonner. Deuxièmement, ça affecte aussi la supervision dans l'entreprise. Et notamment la relation entre un manager et ses salariés, sur comment le manager va pouvoir juger de la qualité du travail de son salarié. Quel indicateur maintenant il va prendre ? On a des indicateurs il y a toujours des indicateurs de performance qui sont objectifs, mais il y a aussi des indicateurs qui sont subjectifs, qui vont permettre justement de pondérer ce qui est dit par ces indicateurs objectifs, et de donner une meilleure idée de la qualité du travail qui est réalisé. Enfin, là encore, il faut toujours se souvenir, le télétravail, c'est collectif. Donc, l'effet, quand moi je me mets en télétravail, j'affecte aussi la productivité des autres salariés dans l'entreprise. Et ça aussi, ça peut avoir, à cause de ce manque de coordination, un effet des externalités négatives. Donc quand on regarde la recherche empirique, par contre, on a des résultats qui sont ambigus, mais qui vont quand même dans un sens précis. C'est celui d'un effet positif du télétravail sur la productivité. Notamment, il y a un papier assez connu qui date de 2015, qui a regardé ce qui s'était passé dans un centre d'appel chinois
quand on a donné à la moitié des personnes la possibilité de se mettre en télétravail et à l'autre moitié non. Et on a comparé ce qui se passait au fur et à mesure des mois en termes de performance des deux groupes et on s'est rendu compte dans ce papier que ça avait un effet plutôt positif sur le télétravail, sur la productivité, je veux dire. Et pourquoi? Parce que, non pas forcément parce que la productivité du travail augmentait, la productivité horaire augmentait, mais parce que les personnes en télétravail travaillaient plus longtemps. Et c'est ça le premier effet. Il y a aussi peut-être, et ça c'est plutôt un travail qui a été fait en France par Gilles Berset et ses co-auteurs, des effets sur l'utilisation du capital et sur l'immobilier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un effet possiblement en moyenne positif sur la productivité. Mais cet effet, en fait, il dépend de pas mal de choses. Il va être extrêmement hétérogène en fonction des profils et en fonction des investissements qui sont réalisés dans l'entreprise. Notamment dans le papier, dans l'étude qui a utilisé le centre d'appel chinois, le moment où il y a vraiment eu un effet sur la productivité, c'est quand l'employeur a permis aux salariés à qui on avait offert la possibilité de se mettre en télétravail de revenir sur leur choix. Donc en fait, c'est quand il y a eu un effet positif quand il a autorisé les personnes à peut-être se remettre au travail sur site. Parce qu'en fait, il y a un effet d'autosélection positif. Les personnes qui sont efficaces en télétravail, qui sont productives en télétravail, se mettent en télétravail. Et c'est comme ça qu'on rend le télétravail productif. Et c'est une partie des solutions au défi du lien entre télétravail et productivité. Il faut jouer sur ces effets d'autosélection positifs. Il faut aussi considérer que ça passe peut-être par plus d'heures télétravaillées. Ça peut être un coût à long terme sur la qualité au travail des personnes. Et ensuite, là encore, il faut prendre en compte les effets sur l'effet du contexte et des investissements réalisés, parce qu'il y a toujours des emplois qui vont rester inefficacement télétravaillés. Jusqu'ici, je vous ai plutôt présenté 3 défis qui sont liés à la mise à l'échelle du télétravail dans l'économie et qui sont liés en fait à ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, à un peu l'expérience forcée qu'on a eue avec le télétravail. Maintenant, je vais plutôt parler de 3 autres défis qui sont plus prospectifs, donc où j'ai moins de base, mais aussi qui sont peut-être tout aussi intéressants. Le premier, c'est celui de la télémigration. Si vous vous rendez compte, donc télémigration, ce n'est pas un terme que j'ai inventé, il faut que je le dise d'abord. C'est un terme qui a été inventé par un universitaire anglais qui est en Suisse, qui s'appelle Richard Baldwin. Donc si vous vous rendez compte que vous pouvez faire un emploi à Paris par un cadre à Bordeaux, par exemple, ou à Marseille, un employeur peut très bien se rendre compte qu'il peut aussi effectuer cet emploi par un cadre qui n'est même pas en France, qui est en Afrique du Sud, par exemple, qui sera beaucoup moins bien payé, mais peut-être tout aussi compétent, parce que justement, ces dernières années, il y a un développement assez important d'une main-d'œuvre qualifiée dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Et ça, c'est un risque et une crainte qui se développent de plus en plus ces derniers temps. Et c'est pour ça que c'était important de le traiter aujourd'hui. Donc le télémigrant, c'est qui? C'est celui qui travaille à distance dans un autre pays que celui de sa résidence. Et ça concerne majoritairement, non pas tous les emplois télétravaillables, ça concerne les emplois télétravaillables, mais aussi qui sont télétravaillables à 100%. Et je vous l'ai dit, c'est plutôt une proportion. Les emplois télétravaillables à 100% sont une minorité parmi les emplois télétravaillables. Et c'est principalement des emplois de cadre, des emplois d'ingénieurs dans l'entreprise, où il y a une forte indépendance de la personne, et il y a besoin d'une très faible supervision. Et où, en fait, on peut donner des objectifs extrêmement concrets à la personne à réaliser. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque d'une vague de télédélocalisation qui suivrait une vague de délocalisation qu'on a connue dans les années 80 et 90 ? Je pense que, c'est mon avis personnel, je ne pense pas, pour plein de raisons. D'abord, il y a encore des barrières à l'échange. Il y a encore des barrières très concrètes de langue, de culture, de fuseau horaire, dans le cas du télétravail, qui rendent le télétravail à 100% pas viable dans tous les cas. Ensuite, il faut retenir tout le temps que les caractéristiques des emplois qui ont été délocalisés dans les années 80 ne sont pas les mêmes que celles des emplois qualifiés. Et notamment parce que les emplois qualifiés, et notamment les emplois télétravaillables, c'est des emplois où
il y a un capital humain spécifique qui n'a pas forcément beaucoup d'équivalents en dehors du pays même. Il y a des choses, il y a des contenus d'emploi qui sont propres à certains pays, qui sont liés au droit, qui sont liés au système de comptabilité, qui sont liés à une forme d'éducation qui est donnée dans ce pays, qui n'est pas forcément donnée dans un autre. Et qui va faire qu'il va être très difficile de trouver un télémigrant qui correspond au profil recherché en dehors du pays même. Enfin, il ne faut jamais oublier qu'en général, la plupart des entreprises, quand elles ont l'occasion de faire une mobilité, elles le font. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des télédélocalisations en quelque sorte, et c'est par exemple celle des centres d'appel dans les années 2000, typiquement un exemple d'emploi télétravaillable, déjà télédélocalisé. Il y a aussi, la plupart des grandes entreprises américaines utilisent déjà, et bien avant la crise sanitaire, ont recours à des développeurs qui sont à travers le monde. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas une raison. Est-ce qu'il va y avoir une vague? En fait, la vague est déjà passée. Et le vrai défi ici, c'est pas de comment on va affronter cette vague, c'est comment on va surfer dessus. Je passe un peu ça, je suis allé un peu vite. Parce que la plupart des économistes, on a une idée, c'est qu'il n'y a pas de quantité fixe de travail à faire dans une économie. Il n'y a pas un gâteau qu'on se partage tous ensemble, et du coup, dont la taille se réduirait pour les travailleurs nationaux quand il y a un télémigrant qui vient. Un télémigrant, il ne vient pas piquer la part d'un gâteau, parce qu'en fait, la taille du gâteau, elle est fonction de plein de choses. Elle est fonction du coût du travail, elle est fonction de la productivité dans l'économie, elle est fonction de la demande effective, elle est fonction de plein d'autres choses. Et en fait, un télémigrant, quand il vient travailler pour une entreprise française, il augmente lui-même la taille du gâteau. Il augmente lui-même la quantité de travail effectué dans l'économie. Et par exemple, un exemple très clair, c'est qu'est-ce qui se passe quand une PME ou une TPE, qui peut avoir du mal à recruter sur certains profils, qui peut avoir du mal à trouver certains types d'emplois, notamment quand elle est située dans une zone géographique plus périphérique. Qu'est-ce qui va se passer dans cette entreprise si elle arrive à recruter quelqu'un notamment un télémigrant? Ça va changer, ça va lui permettre de grandir, et ça va créer des nouveaux emplois. Deuxièmement, le marché du travail, il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que les télémigrants, ils sont aussi français, et c'est aussi des télétravailleurs français qui peuvent aller vers d'autres cieux, tout en restant sur le territoire français. Donc c'est aussi une opportunité pour eux. Donc ce que j'ai envie, sur ce quatrième défi, si on veut un peu récapituler, il faut retenir que ne va pas y avoir de vague de télélocalisation, en tout cas à court terme, enfin, c'est peu probable, et que la télélocation, c'est plutôt une opportunité du point de vue des entreprises et des travailleurs français. Le cinquième défi, lui, est plus pastoral et plus géographique. L'un des intérêts du télétravail, c'est qu'il permet de réduire le lien physique entre le lieu de travail et le domicile. Même dans le cas du télétravail hybride. Si vous faites le trajet entre votre domicile et votre lieu de travail 1 à 2 fois par semaine au lieu de 5 fois par semaine, vous pouvez vous permettre d'habiter autre part. Vous pouvez vous permettre de bouger, et notamment d'aller dans des régions qui sont où l'immobilier est moins cher, où l'environnement est plus agréable, et où peut-être... Et vous pouvez aussi vous permettre, du coup, au même endroit, d'accéder à une étendue d'emploi beaucoup plus large. Et donc ça, c'est une opportunité. Vous avez peut-être vu ce type d'affiche dans le métro, où vous avez le département de l'Indre ou de la Saône-et-Loire qui essaye d'attirer ces possibles nouveaux arrivants, ces nouveaux ruraux télétravailleurs. C'est une opportunité aussi parce que ça permet à ces régions périphériques notamment, de relancer leur consommation, d'attirer de nouveaux habitants. Et c'est vrai aussi au niveau des pays. Par exemple, l'Espagne a créé un visa pour attirer les télétravailleurs. Ce que n'a pas fait la France pour l'instant, mais ce qui pourra arriver, on ne sait jamais. Maintenant, la question c'est peut-être du coup ici, est-ce que c'est suffisant pour enrayer, pour réduire les inégalités territoriales, en tout cas pour les réduire un peu? Je pense que là encore,
il faut mettre de l'eau sur le feu et non pas de l'huile. C'est que ce n'est pas aussi simple. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'une minorité des emplois qui sont télétravaillables. Et encore plus faible minorité qui est télétravaillable à 100%. Donc, il y a encore un lien physique qui existe entre les emplois et le lieu de travail. Deuxièmement, les villes, ce n'est pas que des marchés du travail. C'est aussi des marchés tout court. C'est des endroits où il y a une plus grande qualité de biens, il y a une plus grande offre de services. Et ça, c'est pas facile non plus. C'est un obstacle qui n'est pas facile à surmonter pour les régions périphériques. Donc, le télétravail seul, ça ne suffira pas, en tout cas, à réduire ces inégalités territoriales. Et c'est ce qu'on voit dans les premières études sur les effets géographiques, sur les effets de réallocation des personnes liées au télétravail. Il y a notamment un article extrêmement intéressant de Ramani et Bloom en 2021 qui parle d'un effet donut. Donc l'effet donut, c'est quoi? C'est le fait que dans la plupart des grandes agglomérations américaines, il y a eu un évidement des centres des villes. C'est les régions en rouge dans l'image que vous voyez ici. Donc ça, c'est la région de New York. Et un déplacement des populations vers les zones périphériques, celles qui sont en vert dans la fiche ici. Par contre, donc, il y a cet effet donut, étalement des zones urbaines. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est des déplacements entre les zones, entre les grandes agglomérations urbaines. Il n'y a pas non plus de départ totaux agrégés de ces grandes agglomérations urbaines. Donc, ce qu'on retient de ces premiers résultats, c'est qu'il n'y a pas du tout de réduction des inégalités territoriales. Voire même, il y a un accroissement et un étalement de ces grandes agglomérations urbaines, ce qui pourrait être le cas en France de la région parisienne. Donc, au total, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est que le télétravail, ce n'est pas suffisant pour réduire les inégalités territoriales, voire même ça pourrait les renforcer. En tout cas, ce n'est pas suffisant s'il n'y a pas d'autres investissements qui sont réalisés pour compenser les autres manques des régions périphériques, et notamment les infrastructures et l'offre de services. On en arrive maintenant au dernier défi, qui est peut-être l'un des plus importants, c'est celui des inégalités. Ce n'est pas forcément évident de voir le lien entre télétravail et inégalité. Mais le télétravail, ça impacte les inégalités, ça en crée de nouvelles de deux façons. D'abord, ça importe des inégalités existantes dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que le télétravail, il ne se fait pas à conditions égales pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le même domicile, tout le monde n'a pas le même nombre de personnes chez soi, et tout le monde n'a pas la même charge domestique. Donc, alors même que des personnes peuvent être sur un pied d'égalité dans le lieu de travail, elles ne le sont plus du tout dans le cadre du télétravail. Donc, à expérience égale, à emploi égal, il y a des expériences extrêmement contrastées du télétravail. Et ça explique pourquoi peut-être il y a tant d'hétérogénéité dans les attentes liées au télétravail. Et ça a aussi comme conséquence, peut-être à moyen terme, et ça va être très intéressant de le mesurer à un moment ou à un autre, ça va avoir des impacts sur les carrières différenciées. Est-ce que ça ne va pas renforcer, par exemple, les inégalités femmes-hommes? Deuxièmement, le télétravail, ça crée aussi des inégalités entre les emplois, et notamment entre les emplois télétravaillables et les emplois non télétravaillables. Et même plus largement, entre les personnes qui occupent des emplois où les employeurs veulent bien mettre en place le télétravail et ceux qui ne le veulent pas. Donc on l'a dit un peu aujourd'hui, le télétravail, ça offre pas mal d'avantages. Ça permet peut-être d'avoir plus de flexibilité dans sa vie privée et vie professionnelle. Ça permet aussi peut-être de changer son domicile, d'aller vers un endroit plus agréable. Mais du coup, ça crée un sentiment d'injustice du côté des personnes qui ne peuvent pas profiter de tous ces avantages. Ça crée aussi des inégalités extrêmement concrètes qu'on a déjà vécues lors de la crise sanitaire. Les personnes qui étaient en télétravail ont été beaucoup mieux protégées que ceux qui ne l'étaient pas. Et ça explique pourquoi. Donc, le dernier défi, peut-être le plus important, ça va être ça. C'est comment on gère ces nouvelles inégalités. Comment on fait pour ne pas créer un sentiment d'injustice à cause de ces nouvelles inégalités. Et j'ai envie de finir du coup sur ça, sur qu'est-ce qu'on fait maintenant face à ces défaillances. On a eu une expérience un peu forcée du télétravail pendant 1 ou 2 ans. Et en fait, cette expérience, elle n'est pas finie. On est en train d'essayer de comprendre comment on fait, comment on télétravaille en entreprise. Et je pense qu'on est très très loin de la fin du processus.
à cause des défaillances que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui. On est loin d'avoir trouvé la bonne façon de coordonner les personnes en télétravail. Et surtout, on a un problème de comment on gère les réactions en chaîne liées à ces défaillances. Là, j'ai envie de faire référence à un classique des sciences sociales qui est Exit Voice and Loyalty d'Albert Eichmann. Dans une organisation, quand il y a une défaillance, il y a 3 façons de réagir pour les personnes qui sont à l'intérieur de cette organisation. La loyauté, c'est-à-dire ne rien faire, plus ou moins, et 2 autres choses, la fuite, l'exit, et la contestation. On voit aujourd'hui des réactions de ce type-là se matérialiser liées au télétravail. D'abord, il y a une émergence de nouvelles demandes et de nouveaux objets de lutte qui sont liés au télétravail. Je vous ai dit tout à l'heure que l'accord national interprofessionnel sur le télétravail, sa renégociation avait été houleuse. Parce que, justement, on se posait la question de qui doit prendre en charge, par exemple, les employés, qui doit prendre en charge les nouveaux frais liés au télétravail. Mais aussi, la question était qui doit décider de l'organisation du télétravail, ce dont je vous ai parlé au début de ma présentation. Il y a eu aussi des demandes liées au droit à la déconnexion. Comment on assure celui-ci? Est-ce qu'on l'a vraiment protégé jusqu'ici en France? Troisième chose, et surtout ça, il y a l'émergence de plus en plus de demandes de la création d'un droit au télétravail. Et d'ailleurs, ces demandes ont déjà connu, je vous ai parlé de la loi du 24 décembre 2021, ont déjà connu une mini-victoire dans le cas des femmes enceintes dans la loi du 24 décembre 2021. Mais il y a aussi des comportements de fuite. Vous avez peut-être entendu parler du phénomène de grande démission. Dans la plupart des pays développés, il n'y a jamais eu autant de démissions sur le marché du travail. Et c'est aussi vrai en France. Donc, on a beaucoup parlé de grandes démissions, et notamment, il y a eu beaucoup de questionnements autour du fait que est-ce que ça représente un rejet de la valeur travail? Ce n'est pas forcément vrai, parce que quand on regarde par exemple le taux d'emploi, le taux d'activité, encore une fois, dans la majeure partie des pays développés, celui-ci n'a jamais été aussi élevé. Et c'est vrai aussi en France. Donc ce n'est pas une grande démission, c'est une grande réallocation entre les emplois et une recherche de meilleure qualité de travail. Et cette fuite, c'est aussi, du coup, une fuite vers le télétravail. Quand on regarde les emplois, les types d'emplois qui sont concernés par les flux arrivants, ils sont majoritairement télétravaillables. Et il y a peut-être aussi de plus en plus de demandes de formation vis-à-vis des emplois télétravaillables. Et ça, une autre façon de voir cette fuite vers le télétravail, donc signe de ces inégalités qui se font entre télétravail et non télétravaillables et non télétravaillables, il y a aussi de plus en plus de demandes de formation vers ces emplois-là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai pile tenu 40 minutes. On est dans une expérience un peu forcée sur le télétravail. Ça pose beaucoup de défis, de défaillances qui ne sont pas du tout résolus. Et ce sera intéressant de voir quel équilibre va se faire au fur et à mesure des années. Est-ce qu'on va revenir vers moins de télétravail, plus de télétravail? Ça va dépendre des solutions qu'on va trouver justement aux problèmes que j'ai évoqués aujourd'hui.